Voilà, merci. Je propose que nous commencions cette soirée. J'ai le plaisir d'introduire le conférencier de ce soir, qui est le professeur Patrice Forger. Monsieur Forger, il est médecin. Il a fait ses études de médecine à l'Université de Louvain et puis il s'est spécialisé en anesthésiologie. On va en parler ce soir. Il a travaillé dans le service d'anesthésiologie et clinique Saint-Luc à Bruxelles pendant plusieurs années et il a parallèlement développé des travaux de recherche en anesthésiologie au sens large, parce qu'il ne va pas seulement vous parler de l'anesthésie générale, que plusieurs d'entre vous probablement ont déjà connu, mais aussi du traitement de la douleur aiguë et peut-être plus particulièrement douleur chronique, qui est très difficile à prendre en charge. Alors, M. Forger a présenté une thèse dans le domaine des médicaments anti-inflammatoires et en particulier dans le domaine du cancer, dans les maladies cancéreuses. Et puis, plus récemment, il a changé un peu de site, si je puis dire. Il est parti travailler comme anesthésiste à la VUB, donc Hachette, toujours bien sûr dans le même secteur, avec toujours des projets de recherche. On parle souvent de recherche clinique, parce que c'est une recherche qui est très proche des patients. Il participe au développement de nouveaux médicaments, de nouvelles techniques. Il a publié très nombreux articles ces 15 dernières années. Il a plusieurs prix, j'en ai vu au moins 5, mais dans son temps. Et ce soir, nous allons parler de l'anesthésie, en particulier, faut-il craindre l'anesthésie, parce que c'est un peu une angoisse de la plupart d'entre nous quand on va subir ce genre de geste qui n'est pas banal. Je vous cède la parole. Je vous remercie pour l'introduction. Mesdames et messieurs, les professeurs, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, je vous remercie d'être ce soir réunis et ensemble, nous allons essayer de répondre à la question: faut-il craindre l'anesthésie? Je ne vais donc pas parler que d'anesthésie, effectivement, et j'essaierai de rapidement avancer sur les développements de l'anesthésie, essentiellement pour vous expliquer pourquoi et comment la sécurité de l'anesthésie est aujourd'hui bien meilleure que celle qu'elle était au temps de William Morton, 1846, une des premières anesthésies décrites en public. La légende dit que cette photo est une reproduction. Dans les jours qui ont suivi, on a rejoué la scène. Il n'empêche que on s'est retrouvé à ce moment-là face, en particulier pour les chirurgiens, face à une véritable révolution, un nouveau paradigme qui permettait de réaliser des procédures qui étaient jusque-là impossibles. Alors, je vais essayer de lancer le diaporama. Voilà. Alors, j'ai un conflit d'intérêts important à déclarer. Évidemment, c'est le fait que moi-même, je suis anesthésiste réanimateur, algologue, ça veut dire spécialiste du traitement de la douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique. Ça représente un conflit d'intérêts majeur, évidemment, parce que ça représente mon activité principale. Alors, pourquoi algologue et pourquoi je le précise d'emblée? C'est parce que, en réalité, quand j'ai choisi cette formation-là, quand je me suis engagé dans cette voie-là, je dois reconnaître que l'anesthésie, je ne savais pas réellement, ou en tout cas pas précisément, ce que c'était. Ça peut paraître un petit peu étonnant. Par contre, je savais exactement pourquoi je choisissais ça. Je savais que le traitement de la douleur était quelque chose d'important. La fragilité dans laquelle on peut se retrouver quand on est dans cette situation-là est un problème majeur. Je savais que j'avais envie de vouloir aider ces patients-là, mais aussi aider la recherche et la prise en charge de ces patients. Et l'anesthésie, qui est une technique, éventuellement une discipline, l'anesthésie-réanimation, une science, l'anesthésiologie, me tentait par les moyens qu'elle pouvait mettre en œuvre, mais surtout pour le but final que ça représentait. Et le but final, on va en parler ce soir au travers de 3 histoires que vous pouvez très bien avoir vécues, que vous pourriez vivre dans les mois qui viennent. Par exemple, l'histoire de la petite Louise. Et la petite Louise, elle a 3 ans, ça pourrait être notre fille ou notre petite fille, une nièce. Elle a des problèmes d'audition.
Et elle entre à l'école, on se rend compte que ces problèmes d'audition liés à des otites, finalement une histoire très, très banale, ces problèmes d'audition entraînent un retard du langage, qui est modéré, finalement les enfants à 3 ans commencent à construire des phrases, mais à l'école, les parents sont un peu interpellés, les autres enfants construisent des phrases plus riches que celles de la petite Louise, et les parents sont un peu inconfortables, et finalement, après de multiples consultations, après un traitement bien conduit, la décision est prise, il est logique de proposer qu'on mette en place des drains transtympaniques, une opération finalement banale. Et les parents viennent avec cette question-là, faut-il craindre l'anesthésie? On aimerait bien qu'elle puisse parler mieux, apprendre plus vite, se remettre le plus rapidement possible, et évidemment ne pas... On va aussi hypothéquer les semaines, les mois qui suivent l'anesthésie, par de difficultés d'apprentissage qui pourraient être éventuellement liées à ça. Alors on va aussi suivre l'histoire de Louise qui a 35 ans. Jeune maman, dynamique, en bonne santé, mais lors de l'auto-examen du sein, la palpation, elle a senti une tumeur, peut-être un kyste. Elle est allée voir son gynécologue, une mammographie, puis une échographie faite par un radiologue qui a fait une ponction. Rapporte un résultat malheureusement mauvais. Louise est atteinte d'un cancer du sein et donc elle doit subir une tumorectomie. Heureusement, pas l'ablation du sein dans son cas. Elle est finalement assez peu préoccupée par l'anesthésie. Son entourage craint un petit peu. Elle est très anxieuse, préoccupée, à moitié terrorisée en réalité par tout ce qui lui arrive. Évidemment qu'on peut imaginer, difficilement comprendre si on n'est pas soi-même dans cette situation-là, mais imaginez que l'anesthésie aussi peut représenter une difficulté supplémentaire. Doit-elle craindre l'anesthésie ou éventuellement espérer pouvoir en retirer un certain soulagement pendant cette procédure difficile? Et Louise, elle pourrait aussi avoir 65 ans, jeune retraitée, dynamique. Elle a malheureusement raté une marche en bas de son immeuble, elle s'est cassé le col du fémur. Une histoire aussi finalement assez banale, mais elle aimerait bien être le plus rapidement possible sur pied. Elle a entendu qu'on pouvait faire cette anesthésie, cette chirurgie sous anesthésie régionale, faire un genre de péridurale, endormir juste le bas du corps, ou au contraire, dormir tout à fait. Elle préférerait, ce serait plus confortable pour elle. Elle sait qu'un orthopédiste travaille avec des marteaux, ça fait du bruit, c'est désagréable. Elle est inquiète, mais elle aimerait bien se remettre aussi le plus rapidement possible. Elle sait qu'elle a des petites pertes de mémoire. Ça dure depuis 2-3 ans. Elle fait des mots croisés, elle essaye de rester la plus active possible et elle veut l'être, faire des projets pour les 10 ans qui viennent, les 15 ans, les 20 ans qui viennent, avec le plus de facilité possible. Mais doit-elle craindre l'anesthésie? Alors on va revenir d'abord à notre petite Louise. Si elle avait été endormie dans les années 1920-1930, par exemple ici, à Liverpool, au Children's Hospital, un lieu emblématique de l'anesthésie, elle aurait probablement été endormie avec ce type de technique, un masque dit de Schimmelbusch avec une compresse sur une structure en acier et un compte-gouttes, chloroforme ou d'éther, qui permettait de contrôler, tant bien que mal, avec beaucoup de difficultés quant au dosage, l'anesthésie qui était entretenue finalement par le patient lui-même, qui respire, et qui, quand il respire moins, reçoit moins de produits. Évidemment, le contrôle qu'on a sur la profondeur de l'anesthésie, il est très mauvais, et l'expérience du praticien, à ce moment-là, est assez limitée. On confie souvent l'anesthésie à un infirmier, dans le meilleur des cas, s'il est expérimenté, et souvent au plus jeune des chirurgiens, le dernier arrivé dans la salle, qui va tenir le masque et qui va tant bien que mal vérifier si le patient respire toujours. À ce moment-là, la grande crainte, c'est soit que le patient ne dorme pas assez, parce qu'on n'a pas mis assez de produits, soit ce que certains de mes collègues plus âgés disaient, non sans une pointe d'ironie, on en a mis trop et le patient ne dort plus. Alors l'enseignement de l'anesthésie se poursuit et un petit exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, à Westminster, un film didactique, j'ai pris quelques photos, quelques instantanés de ce film-là, où on enseigne de façon beaucoup plus structurée l'anesthésie.
ce qui permet de la développer comme une discipline à part entière et permet d'anticiper un certain nombre de problèmes, et en particulier grâce à une nettement meilleure compréhension de la physiologie. J'en ai qu'un petit exemple, mais les modifications très importantes de la physiologie humaine et animale aussi, mais dans ce cas-ci évidemment humaine, sous anesthésie, la compréhension de ces phénomènes permet d'anticiper les problèmes. Dans ce cas-ci, c'est par exemple la modification de la respiration, la mécanique ventilatoire, qui est tout à fait modifiée chez un patient sous anesthésie, qui ne respire plus à la fois avec le thorax et le diaphragme, mais donc une respiration abdominale, mais au contraire par ce qu'on appelle une respiration balancée, qui est essentiellement abdominale, lors de laquelle, au moment de l'inspiration, on observe plutôt un affaissement de la cage thoracique. Et en comprenant ces mécanismes-là, on parvient à anticiper les problèmes d'hypoxie, de manque d'oxygène, d'apnée éventuellement, et on développe les techniques d'assistance ventilatoire. D'abord manuelle, alors on ne voit pas très bien sur l'image, mais le visage du patient est là, sous le masque, et l'anesthésiste avec sa main gauche, souvent pour pouvoir garder la droite pour écrire sur une feuille de papier le déroulement de la chirurgie et de l'anesthésie, avec sa main gauche, il assiste la respiration du patient quand elle est insuffisante, quand il sait que cette respiration est moins bonne. Et il anticipe de mieux en mieux les problèmes, y compris les apnées. Et des manœuvres très simples, comme ici, ce qu'on a appelé la manœuvre de Larsson. Le professeur Larsson a décrit cette manœuvre qui est non seulement un soulèvement de la mandibule avec une pression importante derrière la branche postérieure de cette mandibule, permet de réouvrir les cordes vocales chez un patient chez qui elles sont fermées. Et des manœuvres toutes simples comme ça permettent au patient de passer sans encombre, ou de façon la plus sûre possible, à travers l'anesthésie et évidemment la chirurgie. Alors le matériel se perfectionne aussi et on voit apparaître des respirateurs, ici on ne le voit pas très bien, mais des respirateurs, des systèmes qui permettent de nettement mieux quantifier la quantité de produits anesthésiants qu'on utilise, et évidemment le développement des produits est très important dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est le cas pour l'anesthésie inhalée, qu'on peut recevoir par un masque, les gaz anesthésiants ou les vapeurs. C'est aussi le cas pour l'anesthésie intraveineuse. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, on voit apparaître ou se voit populariser l'anesthésie intraveineuse avec les barbituriques, en injection unique ou répétée, un des plus célèbres étant le thiopental. Et non seulement l'anesthésie est à ce moment-là beaucoup plus confortable, on peut induire de façon contrôlée une anesthésie en quelques secondes et voir le patient qui s'endort sans tout l'inconfort que le chloroforme peut présenter, l'éther aussi, d'ailleurs, qui provoquait non seulement des apnées, mais dans un certain nombre de cas, des troubles du rythme cardiaque, parfois des arrêts cardiaques. Et l'avènement de l'anesthésie intraveineuse est une révolution, une petite révolution en anesthésie, comme le chloroforme et l'éther l'avaient été au départ. Et ça permet, dans de nettement meilleures conditions, de contrôler la respiration, par exemple avec l'intubation. Et ce tube ici, placé dans le nez jusque dans la trachée, qui n'a l'air de rien, est aussi une révolution parce qu'elle permet de contrôler la respiration. Quand le patient a des apnées, peut assister correctement la respiration, éventuellement avec un ventilateur mécanique, d'une part, et d'autre part, de protéger la trachée, protéger les poumons contre les pneumonies qui sont liées au vomissement qu'il pouvait y avoir pendant l'anesthésie et juste après. Et donc tous ces développements qui représentent quelques révolutions plus importantes, mais aussi tout un progrès continu, est observé par William de Heert. Et William de Heert est pendant la Seconde Guerre mondiale un médecin qui travaille à la Croix-Rouge, qui s'occupe essentiellement de la transfusion sanguine. Et à Everley, en 1945, il rencontre Cecil Gray, qui est médecin à Liverpool, de nouveau, et qui est anesthésiste. Et Cecil Gray parle de l'anesthésie, décrit les différentes techniques et les applique dans un système belge de soins de santé qui est péniblement en train de se reconstruire juste après la Seconde Guerre mondiale. Et William de Heert est réellement époustouflé par les progrès
que l'anesthésie outre-Manche ont déjà pu réaliser. Il demande l'autorisation de pouvoir passer 2 ans, non pas à Liverpool, mais à Oxford, qui est un des autres grands centres principaux d'enseignement de l'anesthésie. Et il revient après 2 ans avec le modèle britannique qui fondera les bases de l'anesthésie belge. Alors après lui, parce qu'il mourra prématurément en 1949, Jan van der Waal du côté flamand et le professeur de Temmerman du côté francophone vont tous les deux développer l'anesthésie académique, la formation, progressivement répandre un modèle à la britannique, donc, qui avait la particularité, au contraire du modèle américain, d'être basé sur la présence d'un médecin anesthésiste dans chaque salle d'opération. Et c'était relativement particulier. Ça ne s'est pas développé comme ça ni en Hollande, ni en France, où les Américains ont reconstruit le système de soins de santé et développé l'anesthésie après la Seconde Guerre mondiale. En Belgique, c'était bien le cas. Malheureusement, un médecin anesthésiste par salle d'opération en Belgique, c'est bien ça qu'on a gardé, mais on a perdu l'infirmière anesthésiste qui l'aidait essentiellement pour des raisons financières qu'on peut bien comprendre au départ, mais j'en reparlerai par la suite parce que ça a une importance dans la manière dont on verra les développements de l'anesthésie aujourd'hui et dans les prochaines années. Alors tout ne s'est pas développé de façon aussi simple. Un des traumatismes pour ma profession d'anesthésiste a été l'attaque en 1941 à Pearl Harbor, l'attaque japonaise, où encore aujourd'hui, certains anesthésistes rapportent le fait que le thiopental, voire les anesthésistes eux-mêmes, sont responsables ou seraient responsables de plus de décès que ceux observés sur le champ de bataille par les Japonais eux-mêmes. Les anesthésistes auraient tué plus de soldats américains finalement que les Japonais. C'est évidemment extrême. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Les soldats américains arrivaient en salle d'opération dans des conditions dramatiques, atteints parfois de chocs hémorragiques difficilement, voire pas du tout rattrapables. Il n'empêche que le thiopental est un produit qui était relativement difficile à manier, en tout cas au départ quand on ne connaissait pas très bien ses répercussions, et certainement chez le patient dans un état de santé difficile, dans des conditions aussi dramatiques que celles qui étaient vécues à ce moment-là. Mais ça a été néanmoins un électrochoc qui a permis aux anesthésistes de ne pas se reposer sur leur laurier et de se dire on doit absolument faire des progrès malgré tout dans le contrôle non seulement de la respiration, je vous ai parlé par exemple du tube endotrachéal que je vous avais montré dans le nez de ce patient, mais aussi sur la sécurité cardiaque de l'anesthésie et éviter absolument ce qu'on a appelé à partir de ce moment-là le choc anesthésique. Et en Belgique, en 1960, Paul Janssen arrive avec une découverte de nouveau révolutionnaire en anesthésie. Et on voit que finalement ce sont des événements souvent discontinus, des révolutions qui permettent d'avancer à grands pas. Cette découverte qui est la synthèse du fentanyl. Et le fentanyl, un opioïde, un morphinique très puissant, 100 fois plus puissant que la morphine, à durée d'action nettement plus courte, permettait d'être, grâce à cette particularité d'être très puissant et à courte durée d'action, d'être administré à de très hautes doses, sans que ça pose problème, en particulier pour la sécurité cardiaque chez un patient dont on contrôlait la respiration. Naturellement, on s'arrête de respirer quand on reçoit de très hautes doses de morphinique. Ça ne posait pas de problème si on ballonnait le patient, si on assiste la respiration. Et cela permettait d'administrer des doses nettement plus faibles de thiopental et de contrôler, même chez des patients fragiles, la profondeur de l'anesthésie dans d'excellentes conditions de sécurité. Et donc, les premières observations cliniques sont publiées à l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles, en 1962. On parle à ce moment-là du plus puissant analgésique du type morphinique. Et les premières observations cliniques sont rapidement intégrées dans les recherches anesthésiologiques. Et peu importe le texte, mais on retrouve ici une évolution de ce qu'on appelait à ce moment-là le protocole d'anesthésie dit de Liverpool. Et donc on retrouve Liverpool, ville importante, où l'anesthésie était basée à ce moment-là sur une association de thiopental, j'en ai déjà parlé, et d'un curare. Pourquoi un curare? Pour relâcher
la musculature, par exemple du ventre, si un chirurgien doit opérer dans le ventre, ou d'un membre, si un orthopédiste doit opérer, et des cordes vocales, si on doit mettre un tube entre les cordes vocales pour pouvoir administrer l'oxygène aux patients sans qu'ils toussent en permanence ou que le tube soit difficile à insérer. Et donc le relâchement musculaire d'une part et le thiopental d'autre part, on ajoute à cela un puissant narcotique à courte durée d'action, le fentanyl. Et ça devient le protocole de Liverpool modifié, qui représente jusqu'à aujourd'hui, c'est encore comme ça qu'on fait l'anesthésie, ou en tout cas l'anesthésie générale, c'est encore ça qui représente donc le dogme principal, le canon de l'anesthésie. Même si les choses ont évidemment bien évolué, la technologie aidant, la surveillance du patient pendant l'anesthésie, administrée à l'aide de thiopental, moins maintenant, plus à l'aide de propofol, c'est ce qu'on entend souvent, qui est encore un produit encore un peu plus sûr, de fentanyl ou de sufentanyl, ou tous les dérivés du fentanyl, j'en parlerai après, de différents agents qui relâchent les muscles aussi, mais on parvient aujourd'hui à surveiller non seulement la profondeur de l'anesthésie, mais sa sécurité, grâce par exemple à ce type d'ordinateur sur une machine d'anesthésie qui permet de vérifier la qualité de la ventilation et la quantité aussi, dans quelle mesure le patient doit respirer plus vite ou moins vite. On a différents produits à notre disposition, des petites bonbonnes ici de différents gaz. On peut mesurer le débit cardiaque à l'aide de sondes qui sont placées dans le cœur relativement facilement. On peut mesurer ici, à l'aide d'électroencéphalogrammes, la profondeur de l'anesthésie, qui est un coma contrôlé dont on parvient à revenir en quelques minutes après la chirurgie. Tout ça est finalement assez simple. On peut faire des échographies cardiaques en continu pendant la chirurgie. On est parvenu finalement à une maîtrise de ces techniques-là et une observation de la physiologie en temps réel qui est absolument remarquable et qui permet aujourd'hui raisonnablement de dire que notre petite Louise, qui a 3 ans, la manière dont va être contrôlée l'anesthésie et dont l'éventuelle surdose de médicaments pourra être évitée, mais aussi le sous-dosage qui permettra à tout le monde à la fois d'être confortable, tant elle quand elle va s'endormir que quand elle va se réveiller, que le chirurgien quand il va devoir travailler, permet de dire que les répercussions sur la fonction du cerveau de la petite Louise sont finalement proches de zéro. Quand on observe la manière dont les enfants apprennent après ou ont éventuellement des difficultés d'apprentissage, même sans anesthésie, on peut avoir 10 à 20% des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage au cours de leur âge scolaire, entre 6 et 18 ans par exemple sur ce graphique. On se rend compte que ceux qui ont eu ou qui n'ont pas eu d'anesthésie, les deux courbes se superposent pour ainsi dire, les petites différences étant liées aux difficultés de mesure, avec une courbe qui reste interpellante, qui est celle des enfants gravement malades qui ont besoin de plusieurs anesthésies. Il y a évidemment d'autres maladies. Ça peut être un enfant cancéreux, par exemple. Ça peut être un enfant qui a besoin de multiples opérations. Ça peut être un enfant qui a besoin, parce qu'il a une malformation, de différentes corrections orthopédiques et qui peuvent être des problèmes sur le plan moteur, mais aussi des problèmes sur le plan du déconditionnement social, du fait d'être retiré régulièrement de l'école et qui en elle-même peut induire évidemment des difficultés d'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'on est tout à fait certain que l'anesthésie n'a strictement aucun rôle à jouer, mais on peut raisonnablement dire que ce rôle-là est mineur, qui ne permet pas de raisonnablement postposer une chirurgie qui serait nécessaire pour la petite Louise, que probablement on prend beaucoup moins de risques à l'anesthésie à placer des drains si on veut lui éviter des difficultés d'apprentissage en lui permettant de récupérer une audition nettement meilleure. Ça a fait l'objet de différents consensus, ça n'est pas que moi qui le dis, bien sûr. Ici, par exemple, une conférence de consensus cette année en Amérique du Nord qui rappelle que nous pouvons être tout à fait rassurants sur l'effet de l'anesthésie pour la petite Louise, et ce qui est vrai en Amérique du Nord l'est souvent en Europe aussi. Cette année à une conférence de consensus qui conclut aussi en disant « Soyez rassurés ». Alors c'est très bien, on pourrait s'arrêter là et se dire « Fantastique, l'anesthésie est sûre ». Est-ce que sûr, ça veut dire 100%? Alors j'ose un petit parallèle avec l'aviation.
Certains d'entre vous se souviennent probablement de cet accident dramatique en 1977 à Tenerife, dans un aéroport régional, Los Rodeos. Ceux qui connaissent un peu Tenerife, qui hors saison est une ville magnifique, mais à ce moment-là, déjà dans les années 70, le tourisme de masse se développe, et ces deux avions doivent aller à Las Palmas, l'île juste voisine de Tenerife. Mais ils sont déroutés. Ils sont déroutés parce qu'un groupe indépendantiste a fomenté, malheureusement, dans l'aéroport de Las Palmas, un attentat. Et ces deux avions, un de la Panam qui vient de Chicago et un de la KLM qui vient d'Amsterdam, sont déroutés donc vers ce petit aéroport qui n'est pas du tout prévu pour accueillir autant d'avions aussi gros en un temps si court. Et la caractéristique de cet aéroport, d'abord, c'est qu'il est très souvent envahi par le brouillard. C'est une des caractéristiques parce qu'il est relativement haut situé, mais très proche de la mer. La deuxième chose, c'est qu'il n'a qu'une seule piste. Et que doivent faire les avions quand ils ont fini d'atterrir? C'est faire demi-tour, revenir en arrière, prendre une des voies latérales et aller se mettre sur un taxiway, qui est une voie latérale qui permet de stationner. Et donc cet avion de la Panam vient d'atterrir, il fait demi-tour, il remonte la piste et il ne comprend pas très bien ce que la tour de contrôle lui dit. L'anglais est un peu approximatif, ou en tout cas l'accent a l'air difficile à comprendre, et la qualité de la liaison radio n'est, semble-t-il, pas très bonne non plus. Et le pilote a du mal à comprendre. Doit-il prendre la troisième ou la première à sa gauche? En plus, avec le brouillard, il n'est pas sûr. Et finalement, la tour de contrôle répète et compte 1, 2, 3 en espagnol pour être sûr. Il comprend bien c'est la troisième. Il prend malheureusement la quatrième, sans qu'on sache si c'est parce que l'angle était plus faible ou parce qu'il n'a pas vu la troisième à cause du brouillard. Et de l'autre côté, l'avion de la KLM, un Boeing 747, est piloté par Jacob Veldhuizen. Et Jacob Veldhuizen est quelqu'un de relativement célèbre à ce moment-là dans le monde de l'aviation. C'est l'instructeur des instructeurs. C'est le premier pilote à avoir volé sur un 747. Il a lui-même formé son copilote. C'est finalement, si on pouvait faire un parallèle avec la médecine, c'est le professeur des professeurs. Ce serait le doyen ou quelqu'un d'extrêmement compétent, quelqu'un qui concentre une expertise que personne n'a. Et il est au départ de la piste, il est lui-même sous la contrainte de procédures de sécurité et il ne peut pas voler plus qu'un certain nombre d'heures. L'horloge avance, il doit absolument décoller dans les minutes qui viennent parce qu'il sait qu'à Los Rodeos, ce petit aéroport, il n'y a pas d'autre pilote qui pourra prendre l'avion à sa place. Tous les passagers devront passer une nuit à l'hôtel, ça va représenter un surcoût et des difficultés considérables. Et donc il veut absolument décoller. Et il signale le fait d'être prêt à décoller à la tour de contrôle, qui lui répond « OK », pensant effectivement qu'il est prêt à décoller. Et pour être sûr, la tour de contrôle lui dit « Vous pouvez être en position, mais attendez le feu vert pour décoller ». Il semble qu'il n'ait pas entendu cette instruction-là et qu'il était persuadé d'avoir déclaré le fait de pouvoir démarrer. Ayant reçu le OK, il démarre et ça représente jusqu'à aujourd'hui la plus grande catastrophe de l'aviation commerciale, malgré tout, malheureusement causée par l'instructeur des instructeurs. Tout ça pour dire que l'expertise en elle-même, dans l'aviation, mais en anesthésie aussi, en médecine en général, n'est pas suffisante pour se mettre à l'abri d'un risque, même faible, mais potentiellement dramatique. Alors un graphique relativement complexe, mais qui finalement ne l'est pas tellement, mais qui permet d'un peu illustrer ça de façon plus quantitative et moins émotionnelle, comme l'a été cet accident dramatique, mais pour illustrer le fait que si en abscisse, on place des situations à risque de mortalité qui sont de l'ordre du %, donc des situations très dangereuses, ou à droite des situations extrêmement sûres, qui sont de l'ordre de 1 décès sur 1 million, comme l'industrie nucléaire. On ne peut pas dire que le risque est égal à 0, mais on peut dire que
le risque est très limité. Le train, on sait malheureusement que les accidents de train peuvent exister, mais quand on se rend compte du nombre de passagers dans les trains chaque jour, comparé aux accidents de la route, on se retrouve dans un ordre de grandeur qui est tout à fait différent, de l'ordre de 1 à 100, 100 fois plus d'accidents de la route que sur le rail. Alors nous ne sommes heureusement plus au pourcent d'accidents d'anesthésie comme on l'était du temps des pionniers, de William Morton ou même à Liverpool dans les années 20. On se retrouvait à ce moment-là sans limite en termes de production d'anesthésie, c'est-à-dire qu'il fallait essentiellement avoir quelqu'un de disponible, de compétent, mais on se retrouvait dans des situations à variabilité extrême, avec des procédures inexistantes ou mal contrôlées. Alors aujourd'hui, on doit reconnaître malheureusement que la chirurgie comporte un risque important, la chirurgie cardiaque, on est encore de l'ordre de 1 ou éventuellement plus que 1% de mortalité. Mais pour l'anesthésie, on se rend compte que progressivement, l'amélioration des procédures, des connaissances de la physiologie et surtout, et j'insisterai beaucoup là-dessus, du travail en équipe, travailler en équipe comme anesthésiste, accepter de ne pas être indispensable et de former quelqu'un d'autre qui puisse prendre le relais, sortir de l'attitude de l'artisan, voire même de l'artiste, qui créerait lui-même sa propre technique, qui se rendrait donc indispensable. En sortant de ça et en acceptant aussi des procédures d'une importance considérable qui est l'acceptation du risque et l'auto-examen, les audits de qualité par exemple, ont permis aujourd'hui d'arriver en anesthésie, comme dans la transfusion sanguine. Je vous rappelle que William de Weert était au départ un médecin de transfusion, à un niveau de sécurité qui en fait la discipline la plus sûre en médecine. La plus sûre en médecine. Donc en termes de discipline médicale, on est relativement fier de pouvoir dire que le risque, il est de l'ordre de 1 sur 100 000 à 1 sur 1 million. Beaucoup plus sûr, quand les patients me demandent, beaucoup plus sûr que le fait d'avoir pris votre voiture pour venir ce soir discuter de l'anesthésie. Si vous avez pris le métro et qu'on tient compte uniquement du risque d'accident, on est finalement dans quelque chose qui n'est pas plus dangereux. On se retrouve donc là, pas à un risque qui est égal à 0, ce serait mentir que de dire ça, mais à un niveau de risque qui est extrêmement faible et certainement la discipline la moins risquée en médecine. Alors c'est très bien, mais est-ce que ça intéresse Louise qui a 35 ans ? C'était naturellement important pour notre petite Louise de 3 ans qui vient pour une chirurgie essentiellement fonctionnelle, pour des drains. Il n'était pas question évidemment que Louise ait un accident dramatique. Mais Louise ici, 35 ans, elle ne réfléchit pas vraiment sur le même ordre de grandeur. Elle sait que malheureusement le cancer peut être une maladie grave. Heureusement le cancer du sein a aujourd'hui un pronostic nettement meilleur que ce qu'il avait avant. L'immense majorité des patients guérissent tout à fait. Malgré tout, elle sait qu'il n'y a pas de garantie et que sans être médecin, vous pourrez reconnaître facilement que sur ce scanner, qui est une coupe de l'abdomen d'un patient et ici le foie, vous pouvez facilement reconnaître qu'un mois après une chirurgie d'un cancer, le foie du même malade est tout à fait différent et est malheureusement abîmé par un certain nombre de taches, des métastases hépatiques. Ici, c'est un cancer du pancréas, mais c'est malheureusement ce qu'on observe chez une petite proportion des patients, mais dans à peu près tous les cancers, on observe des récidives assez précoces. Dans les 2 ans qui suivent, ici vous avez le temps après une chirurgie, et ici le risque en pourcent, 1%, 2%, 3%. Donc heureusement très faible, mais le risque de récidive de cancer est élevé, ou est plus élevé, heureusement 96% d'absence de récidive, mais est plus élevé tôt après la chirurgie. Ça c'est interpellant parce qu'on sait maintenant que quand on opère les patients plus tôt, par exemple Louise, si elle avait fait l'objet d'un programme de dépistage systématique qu'on ne fait pas à 35 ans, qu'on ne doit pas faire chez les patients qui ne sont pas particulièrement à risque, mais si on avait fait
à, par exemple, 45 ans, un programme de mammographie systématique, on aurait peut-être trouvé cette tumeur un peu plus tôt, on aurait opéré Louise un peu plus tôt, mais son risque de récidive précoce, le risque qu'elle revienne en consultation avec une métastase osseuse, aurait été aussi un peu plus précoce. On sait que le moment de ces récidives est lié au moment de la chirurgie. C'est pour ça qu'il ne faut pas opérer, naturellement, parce qu'à terme, on gagne évidemment à opérer, à soigner la maladie en enlevant la tumeur. Mais on sait que ce qui se passe au moment de la chirurgie est important. Et ce qui se passe au moment de la chirurgie, c'est aussi l'anesthésie. Et ça peut être important parce que les défenses de l'organisme, on se rend bien compte, le bon sens fait dire que plus on est fatigué, plus on a du mal à se remettre d'une opération, plus les défenses de l'organisme peuvent être atteintes. Alors un petit exemple, ça n'est qu'un exemple, mais c'est un petit exemple d'un lymphocyte, un globule blanc particulièrement important dans la défense anticancéreuse, qui est le lymphocyte natural killer, qu'on appelle la cellule tueuse. Et la cellule tueuse, elle est très importante, elle parvient à tuer des petites cellules cancéreuses qui se promèneraient chez Louise, dans le reste de son organisme. Ça arrive chez la plupart des patients qui ont un cancer. Et notre système immunitaire est heureusement capable d'éliminer la quasi-totalité, chez la quasi-totalité des patients, de ces tumeurs. Malheureusement, pas toujours, et en particulier si le lymphocyte natural killer ne fonctionne pas très bien et ne parvient pas à expulser suffisamment de lysosomes, ces granules acides qui parviennent à perforer les cellules cancéreuses, ou s'il n'y a tout simplement pas assez de lymphocytes natural killer. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pourquoi est-ce que je vous parle de l'immunité et des défenses? C'est parce qu'on sait, on ne connaît pas encore très bien, mais on sait que tous les mots que vous voyez en rouge ici sont des produits que l'anesthésiste utilise chaque jour. Et tous ces produits en rouge, que ce soit directement sur le lymphocyte natural killer, sur la cellule tueuse, ou indirectement par son action sur le cerveau et le contrôle que le cerveau a sur la glande surrénale, qui est une glande qui sécrète le cortisol et qui règle la réponse inflammatoire, on sait que tous les produits de l'anesthésie ont une action importante sur ce lymphocyte. Pas que sur ce lymphocyte, mais aussi sur ce lymphocyte. Quelle influence est-ce que ça a sur le devenir de Louise? Est-ce qu'on peut, grâce à ça, améliorer la fonction de la cellule tueuse chez Louise grâce à l'anesthésie, en choisissant une anesthésie sur mesure qui pourrait l'aider à mieux guérir et à gagner encore quelques pourcents de guérison, les fameux pourcents qui lui manquent, ces pourcents qui sont générés par quelque chose qui se passe probablement au moment de la chirurgie et de l'anesthésie. C'est possible, mais en réalité, aujourd'hui, on doit reconnaître qu'on ne sait pas très bien, quel type d'anesthésie on devrait choisir pour Louise. Alors que faire? On pourrait, et c'est ce que certains font, et on doit leur reconnaître un certain mérite, faire de grandes études. Et ceux qui connaissent la méthodologie scientifique en recherche clinique savent qu'on commence typiquement par des études de phase 1 quand on développe un nouveau médicament, et on le teste lors de la première administration chez un sujet humain, chez des volontaires sains. Dans un second temps, les études de phase 2 sont des études souvent chez des patients malades qui permettent de déterminer la dose du médicament qui semble être la meilleure. On pourrait par exemple faire une étude de phase 2 sur un type d'anesthésie et mesurer l'activité du lymphocyte natural killer, la cellule tueuse, voir si ça fonctionne mieux ou pas. Avec ça, Louise, elle ne va pas dire si elle va mieux ou pas, il faudrait faire une étude de phase 3. Est-ce qu'elle va mieux guérir avec un type d'anesthésie plutôt qu'un autre? Et puis des analyses post-commercialisation, post-implémentation, qui sont des grandes études de phase 4. Mais je veux surtout m'attarder sur les études de phase 3, qui en réalité sont tout à fait inadaptées pour ce type de phénomène qu'aujourd'hui on connaît très mal. C'est-à-dire que Louise, en réalité aujourd'hui, on ne sait pas très bien si elle a besoin d'un type d'anesthésie plutôt qu'un autre, et peut-être que sa voisine de chambre, qui a le même genre de tumeur, mais qui va avoir une réaction différente, a peut-être besoin d'un autre type d'anesthésie. Et donc mettre finalement Louise et sa voisine de chambre dans une même étude clinique, alors qu'on ne connaît pas très bien les mécanismes sous-jacents, représente, ne fût-ce qu'en partie, une erreur. Parfois on ne sait pas faire autrement, mais aujourd'hui une erreur, et qui représente aussi un gaspillage de ressources, tant ces études aujourd'hui doivent être tellement importantes et sont tellement complexes sur le plan administratif et de plus en plus complexes qu'elles représentent un coût majeur pour la société, au risque tout simplement de ne pas avoir de réponse et de ne pas pouvoir dire si
un type d'anesthésie a aidé Louise plutôt qu'une autre. Alors ce n'est pas pour ça qu'on doit se reposer sur ses lauriers, et il y a d'autres modèles d'études qui sont, par exemple, enfin, qu'on retrouve dans le modèle qu'on dit en Diabolo, qui a été décrit en Diabolo par le directeur scientifique de l'Organisation européenne de recherche et de traitement du cancer, Denis Lacombe. Et Denis Lacombe décrit ce modèle en Diabolo, c'est-à-dire de grandes analyses de bases de données d'abord. Et on est aujourd'hui à l'ère du big data, et donc les anesthésistes doivent absolument investir dans la constitution de registres, j'en reparlerai après, et dans l'implémentation de procédures qui doivent être testées de façon continue pour voir quels sont les résultats. Et une des difficultés de notre position d'anesthésiste réanimateur, c'est que notre champ de vision est souvent très limité, trop limité à la salle d'opération. C'est pour ça que le fait de venir ce soir est important pour moi, et l'interaction qu'on peut avoir est cruciale. Celle que j'ai le lendemain, le surlendemain de l'anesthésie, et éventuellement celle que j'ai la chance d'avoir dans la clinique de la douleur des semaines ou des mois après la chirurgie, est cruciale. Elle est fondamentale pour comprendre quels sont les vrais problèmes auxquels on doit s'intéresser et sur lesquels on doit se baser pour générer des hypothèses et de petits essais cliniques dans des problèmes qu'on comprend mieux. Alors, un exemple, c'est celui que j'ai eu l'occasion de vivre, d'observer, d'analyser pendant ma thèse de doctorat, qui est l'observation un peu étonnante que le risque de récidive précoce, on devine mal sur les graphiques, mais c'est l'idée générale qui est importante, le risque de récidive précoce sur les courbes bleues, quand les patientes, ici, les courbes s'abaissent plus vite, et le temps est ici de l'ordre de 2 ans après la chirurgie. Quand les courbes s'abaissent plus vite, on peut dire que ça correspond à des patients soit opérés d'un cancer du poumon, d'un cancer du sein, qui récidivent plus vite. Et les courbes rouges correspondent à des patients qui ont reçu, lors de la chirurgie et lors de l'anesthésie, techniques particulières qui associent l'utilisation d'un anti-inflammatoire. Et les cardiologues savaient par exemple que l'aspirine a un effet anticancéreux qui n'est pas majeur, mais qui est intéressant. Les patients cardiaques qui reçoivent de l'aspirine ont des cancers qui progressent un peu moins vite. Malheureusement, ils ont tendance à faire des ulcères aussi à cause de l'aspirine, ce qui ne permet pas aujourd'hui de généraliser la prévention des cancers avec de l'aspirine, mais qui est une observation intéressante. On a fait une observation un peu du même style, qui ne prouve rien malheureusement, qui ne prouve rien parce que Louise a peut-être reçu un anti-inflammatoire et sa voisine de chambre pas, mais peut-être qu'au départ, elle n'avait pas tout à fait la même immunité, ce qui peut expliquer qu'il y ait eu un biais, une observation qui est un peu étonnante. Ça ne fonctionne peut-être pas pour tous les cancers, le cancer de la prostate, on ne voit pas ça, mais une observation cruciale qui est celle d'un petit sous-groupe de patientes avec un cancer du sein qui ont une maladie plus agressive, avec une immunité, et là on peut doser certains paramètres de l'immunité assez facilement. Quand l'immunité est moins bonne, mais que les patients ont eu un anti-inflammatoire, il semble que là, il y ait des pistes prometteuses qui puissent se dégager. Alors aujourd'hui, ça ne prouve rien. Si on est opéré demain d'un cancer, ou si Louise demande à recevoir un anti-inflammatoire, elle ne le recevra pas pour visée anticancéreuse. Les preuves sont beaucoup trop légères aujourd'hui. Elles sont testées dans cette étude qu'on a fait sur un plus petit sous-groupe de patientes chez qui on comprenait mieux le problème. On espère avoir les résultats d'ici 1 à 2 ans. Mais c'est une réflexion qui est intéressante de se dire peut-être que certains types d'anesthésie pourraient être adaptés pour certains patients. Alors j'ai la chance de ne pas le faire seul. Je représente la Belgique au consortium européen, cette plateforme européenne d'anesthésie et cancer, qui est une plateforme qui est soutenue par la communauté européenne pour le développement de réseaux de recherche dans ce nouveau champ d'investigation. Et j'ai cité tout à l'heure l'Organisation européenne de recherche et traitement du cancer et Denis Lacombe, qui en est le directeur scientifique, l'ORTC, qui développe des programmes multidisciplinaires de recherche, mais aussi de monitoring de la qualité de la chirurgie, en particulier pour le cancer. Et le programme de recherche SureCare est un programme de qualité en chirurgie oncologique, une plateforme qui est construite permettant d'établir des collaborations à la fois globales, multidisciplinaires, mais aussi internationales, et de développer une culture qui aujourd'hui existe bien en oncologie, mais qui est balbutiante encore en anesthésie. Et donc on espère pouvoir
voir comme développement dans les années qui viennent des approches qui permettent non seulement d'avoir une anesthésie très sûre, mais même une anesthésie qui aide le chirurgien à avoir de meilleurs résultats, et une anesthésie qui en plus permet de mieux comprendre ce qui se passe chez Louise en particulier et de ce qui pourrait être différent de chez sa voisine. On est aujourd'hui malheureusement un peu dans la même situation que Magritte, qui disait lui-même qu'il avait beaucoup de mal à dire, à distinguer parmi ces personnages lesquels étaient en train de monter ou lesquels étaient en train de descendre. Il disait même qu'en fonction de son humeur, certains jours, certains personnages remontaient alors que la veille, ils descendaient. Aujourd'hui, on est un peu aveugle, malheureusement. Beaucoup de choses sont encore incomprises. Ça veut dire qu'un potentiel très important de progrès est encore existant, pourrait être encore exploité. Alors c'est vrai pour le cancer, mais il y a une autre chose qui est très importante. Lors de la chirurgie, le professeur Malotto l'a mentionné lors de l'introduction, qui est la douleur. Et malheureusement pour Louise, on sait que ce genre de chirurgie, même une chirurgie relativement mineure pour un cancer du sein, est associée à une douleur aiguë qui somme toute modérée. Ce n'est certainement pas une des chirurgies les plus douloureuses, et ce graphique exprime une douleur aiguë quelques jours après la chirurgie. Et dans la semaine qui suit, certainement le 4e, le 5e jour, la douleur se calme souvent la plupart du temps, mais malheureusement, et c'est particulièrement vrai quand il y a une lésion nerveuse, par exemple lors de la chirurgie du sein, on peut voir apparaître dans un certain nombre de cas le développement d'une douleur chronique, dans un premier temps une douleur persistante, plusieurs mois, et après plusieurs mois, on rentre dans la définition de ce qu'on appelle la douleur chronique. Ce n'est pas que la chirurgie du sein. Ici, sur cette figure, est citée la thoracotomie, la chirurgie du poumon, la chirurgie du genou, finalement une prothèse de genou, une chirurgie assez banale, et malheureusement, peut-être à cause de phénomènes inflammatoires, certainement à cause de lésions nerveuses, mais n'expliquant pas tout, les douleurs chroniques peuvent se développer après la chirurgie. Et ça pourrait être une des craintes de Louise. On sait que 70% des patients atteints d'un cancer à un moment ou un autre souffrent de douleurs sévères. La plupart, sinon la totalité de ces patients souffrent de douleurs répétitives, ne fût-ce que liées aux examens et aux différentes ponctions. Et un certain nombre de patients souffrent malheureusement de douleurs chroniques. Alors ce n'est pas nouveau, je ne sais pas lire le persan, mais c'est un des élèves d'Avicenne qui nous enseigne déjà au XIe siècle que la douleur liée à une lésion nerveuse se chronicise volontiers et donne des douleurs volontiers neuropathiques qui peuvent durer parfois des années. Alors, par la suite, on s'est rendu compte que c'était toujours le cas. Ce n'était pas uniquement au Moyen-Âge qu'on voyait apparaître ce genre de douleurs post-traumatiques ou éventuellement post-chirurgie. René le Riche, après la Première Guerre mondiale, l'avait très bien décrit dans son traité de chirurgie de la douleur. Et finalement, depuis René le Riche, entre deux guerres, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait tellement de progrès. On voit que les pourcentages, peu importe les chiffres précis, mais les pourcentages globaux de douleurs chroniques, c'est-à-dire plus qu'un an, évoluent après une chirurgie aussi banale qu'une hernie inguinale entre 6% jusqu'à 40% après une sternotomie. Et Louise, qui est opérée d'un cancer du sein, on voit que dans ces 3 études, le risque de chirurgie à long terme est de l'ordre de 1 patient sur 2. Donc Louise a une chance sur 2 d'avoir mal pendant des années après la chirurgie du sein, et ces douleurs persistent probablement plus de 10 ans, en tout cas dans une étude que nous avions publiée, plus de 5 ans après la chirurgie, on retrouve exactement les mêmes chiffres. Heureusement, dans la plupart des cas, ce ne sont pas des douleurs sévères. Mais malgré tout, une patiente sur 2, un risque sur 2 pour Louise d'avoir des douleurs sévères, ou des douleurs persistantes après la chirurgie, ça représente quelque chose qui doit être considéré, un problème que moi je rencontre en tout cas dans les cliniques de la douleur et qui m'interpelle comme anesthésiste. Qui m'interpelle comme anesthésiste parce que la douleur aiguë, le score de douleur, pas tellement le score de douleur, mais le pourcentage de temps passé avec une douleur sévère pendant les 24 premières heures après la chirurgie, sont un facteur de risque considérable, un marqueur, un signal d'alarme qui doit résonner dans la tête de l'anesthésiste pour dire attention, cette patiente est à haut risque
d'avoir des douleurs persistantes après la chirurgie, peut-être des années. Et donc le nombre d'heures, chaque heure qu'on va passer avec une douleur sévère les 24 premières heures après la chirurgie, risque d'amener ou sont associés à un risque de douleur persistante de l'ordre de 10%. On a 10% de risque en plus d'avoir une douleur persistante des mois ou des années après la chirurgie si on a, pour chaque heure passée avec une douleur sévère. Ça a fait l'objet donc de la plus grande enquête publiée à ce jour de chronicisation de la douleur après chirurgie en Europe et a abouti à la publication de ce type d'algorithme, et en particulier, peu importe les détails aussi, mais c'est pour vous illustrer comment fonctionnent aujourd'hui les anesthésistes, à la fois dans les services d'anesthésie et de soulagement de la douleur aiguë post-opératoire, et aussi chronique, par exemple avec des morphiniques. Donc on peut choisir un morphinique à courte durée d'action, on a parlé du fentanyl, mais il y en a des tas d'autres, à plus longue durée d'action, comme la morphine, et initier des essais, démarrer à des doses faibles et revoir le patient à intervalles réguliers pour essayer de soulager au mieux sa douleur en post-opératoire et éviter de s'installer dans un processus de chronicisation de la douleur. Pourquoi je vous montre ce type d'algorithme? C'est aussi parce que la revue des patients, le fait de revoir les patients en consultation, ça peut être fait évidemment par le généraliste, ça peut être fait dans des cliniques de la douleur. Je revois régulièrement les patients qui ont besoin de morphine après les opérations, et au grand minimum tous les 3 mois, plus long terme, et dans un premier temps, chaque mois peut être utile. En tout cas pour les patients qui ont des douleurs sévères, ça peut permettre de soulager plus efficacement possible la douleur, mais aussi de réduire les doses de morphinique quand ça devient inutile, et éviter à tout prix de tomber dans ce type de crise des morphiniques aux États-Unis, où on se rend compte que les morphiniques ne représentent pas une solution à tous nos problèmes, que dans un certain nombre de cas, ça ne fonctionne pas bien, malheureusement, et que augmenter les doses peut comporter un risque important. C'est aujourd'hui qu'aux États-Unis, il y a plus de morts à cause de la morphine sous prescription qu'à cause de l'héroïne ou des accidents de la route réunis. Ça représente un énorme problème de santé publique. Alors, comme anesthésiste, ce qui est interpellant, c'est que les morphiniques ne sont pas une solution à tous les problèmes, y compris pendant l'opération. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du fentanyl. Paul Janssen a été plusieurs fois nominé pour le prix Nobel. Il ne l'a malheureusement jamais obtenu, mais ça représentait une avancée considérable. Alors, par la suite, d'autres dérivés du fentanyl ont été synthétisés, en particulier le rémifentanyl, qui est un morphinique intéressant parce qu'on peut l'utiliser à très haute dose, à dose beaucoup plus importante que le fentanyl, parce qu'il est dégradé très rapidement. Donc il n'agit que peu de temps, quelques minutes après son arrêt, on peut l'administrer goutte à goutte pendant toute l'opération à très haute dose, on stoppe la perfusion à la fin de l'opération, le malade se réveille comme s'il n'avait pas reçu de rémifentanyl alors qu'on lui a donné des doses énormes, c'est le mot qu'employait Paul Janssen. Alors, ce qui est interpellant, c'est que ça n'est pas tout à fait comme si le malade n'avait jamais reçu de rémifentanyl. Ici, ce sont des volontaires sains qui ont un score de douleur, en fait une activité des neurones de la douleur, des fines fibres, ce sont des fibres, les fibres C, des fibres particulières des nerfs qui conduisent la douleur. Si on donne le rémifentanyl, on a moins mal. C'est une action antidouleur puissante. Et après 60 minutes, on arrête la perfusion et on mesure l'activité de ces fibres nerveuses et on se rend compte que ça revient à zéro, mais dans les minutes qui suivent, on se rend compte que ça n'est plus comme si le sujet, ce ne sont pas des malades, ce sont des sujets sains, mais plus comme si le sujet n'avait jamais reçu de rémifentanyl. On voit développer le problème de l'hyperalgésie induite par les morphiniques. C'est un problème particulier qui fait que le système de la douleur devient un peu plus sensible à la douleur quand on donne des doses très importantes de morphinique. Est-ce que c'est important pour Louise? Eh bien, si on fait un petit parallèle avec la capsaïcine, c'est ce que vous trouvez dans le piment rouge. Si on en mange beaucoup, ça brûle. Si on en applique sur la peau à haute concentration, ça brûle aussi. Ça donne une sensation de brûlure, en tout cas. Une sensation de brûlure qui active les mêmes fibres nerveuses qu'ici, et d'un ordre de grandeur qui est finalement similaire, de l'ordre de 50%. En tout
tout cas pendant la première heure, à peu près 50% ici aussi quand on a reçu du rémifentanil. Ça ne veut pas dire que quand on reçoit des morphiniques, on a des sensations de brûlure partout. Mais ça veut dire qu'on doit se poser la question des alternatives possibles et du développement éventuel de nouvelles techniques aujourd'hui avec moins de morphiniques. Est-on encore dans la même situation que dans les années 40, 50, 60 quand Paul Janssen arrivait avec le fentanyl, et les dérivés de l'opium sont-ils encore indispensables pendant la chirurgie? Après la chirurgie, j'ai bien dit, on en a parfois besoin, et heureusement que la morphine est là, heureusement qu'on peut en administrer. Il faut progressivement trouver la juste dose et être sûr que le patient en a encore besoin. Mais pendant la chirurgie, alors on pourrait se dire, bien sûr que pendant la chirurgie c'est nécessaire, le patient a beau dormir, peut malgré tout avoir mal. Peut-on avoir mal pendant l'anesthésie? C'est une bonne question. Question que s'est posée André Moureau, qui est un professeur de neurophysiologie à l'UCL, et qui a travaillé spécifiquement là-dessus, qui a eu la gentillesse de me transmettre ces magnifiques diapositives, où certains chercheurs ont voulu décrire dans des coupes de cerveau des zones qui s'allument et qu'on peut observer grâce à ce type d'imagerie qui est une modalité spécifique de résonance magnétique, la résonance magnétique fonctionnelle. Et des zones s'allument en particulier au niveau de l'insula, qui est une zone latérale dans le cerveau, mais aussi du cortex singulaire antérieur et postérieur, qui sont des zones plus centrales, plus liées aux émotions. Il y a là toute une série de choses qui peuvent être observées quand on fait mal à un sujet et qu'on regarde quelles zones s'allument. Ce qui a fait dire certains chercheurs qu'il existait une matrice de la douleur. Cette matrice pouvait éventuellement être activée chez un sujet, même chez un sujet qui était sous un coma pharmacologique tel que celui de l'anesthésie générale. Et puis on a observé des zones finalement très similaires qui s'allument à peu près aux mêmes endroits. Je ne suis évidemment pas neuroradiologue, mais en discutant avec des neuroradiologues, des neurophysiologistes, on se rend compte qu'il est extrêmement difficile de distinguer les zones, enfin, ou en tout cas de définir une matrice qui serait spécifique de cet état-ci, celui-là ou celui-là, et qui serait différent de l'état dans lequel on stimule le patient avec quelque chose de sélectivement douloureux. Et ici, ce sont des stimulations visuelles, qui ne sont pas du tout douloureuses, ou auditives pour la troisième ligne, ou simplement tactiles pour la quatrième ligne. Et sous anesthésie générale, le mécanisme de l'anesthésie générale est en fait lié à une inhibition de la surface du cerveau, mais aussi une déconnexion entre le centre du cerveau et la surface du cerveau. Une déconnexion cortico-sous-corticale. Et donc, ce type d'intégration à ce point complexe, est tellement complexe qu'on ne sait d'ailleurs aujourd'hui pas l'identifier de façon précise, ou en tout cas de façon spécifique liée à la douleur, on peut raisonnablement dire que sous anesthésie générale, la douleur n'existe pas. Et donc on peut être rassuré pour ça. Alors, ça ne veut pas dire que les réactions du corps n'existent pas, et par exemple, le rythme cardiaque peut s'accélérer quand le chirurgien travaille. Et j'ai eu la chance d'être formé par Marc de Kock il y a quelques années de ça, et Marc de Kock, dans les années 90-2000, développe une anesthésie qu'on appelle une anesthésie ou une analgésie préventive, où on ne travaille plus uniquement avec de hautes doses de fentanyl ou de rémifentanil. On peut malgré tout travailler avec ça, mais on n'est plus obligé de travailler avec des morphiniques, parce qu'on peut faire une association de différents produits, comme des anti-inflammatoires non stéroïdiens, la lidocaïne, très célèbre comme anesthésique locale, mais qu'on peut éventuellement, dans certaines conditions bien spécifiques, administrer à petite dose en perfusion. La clonidine, qui est un produit qui a une action aussi antidouleur, qui permet aux morphiniques d'agir mieux, avec moins d'effets secondaires parce qu'à plus petite dose, tout en diminuant l'inflammation qu'on retrouve au niveau des neurones, et qui est peut-être un des mécanismes, dans certains cas en tout cas, de sensibilisation du nerf de la douleur, du neurone de la douleur, et un facteur de risque, en particulier quand on a des douleurs sévères après l'opération, un facteur de risque de développer des douleurs chroniques après la chirurgie et de se retrouver malheureusement à ma consultation en clinique de la douleur. Et donc on espère que le développement de ce type de technique, qui aujourd'hui ne représente pas une solution à tous les problèmes,
mais qui peut représenter une solution ne fût-ce que partielle, en tout cas une piste intéressante. On espère que ce type de développement permettra de voir de moins en moins de patients comme Louise avec un risque élevé de douleurs persistantes après la chirurgie. Donc vous voyez que le potentiel de nouveau de développement de l'anesthésie, même si elle est très sûre dans la salle d'opération, est énorme donc en termes de progrès potentiel pour une meilleure revalidation des patients après la chirurgie. Même après la chirurgie, rien n'est perdu. Voilà le type d'algorithme que je montre aux étudiants et aux assistants qui travaillent avec moi. Que faire quand le patient développe malgré tout une douleur neuropathique liée, par exemple, à une section nerveuse lors de la chirurgie du cancer du sein? Il y a toute une série de produits qu'on peut utiliser, des boîtes et des flèches. Il faut choisir, voir où le patient se retrouve et en fonction du succès ou de l'échec, choisir le meilleur médicament pour le patient. Il y a malgré tout là un certain nombre de progrès de développement qui peuvent se faire dans les cliniques de la douleur. Et je reparle ici du piment parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai assez bien travaillé. On pourrait appliquer des extraits de piment pour désensibiliser certains nerfs qui ont été abîmés lors d'une chirurgie. C'est quelque chose de faisable, de très sûr. Malheureusement, les extraits de piment sont très bon marché et donc ça représente une difficulté supplémentaire de financement en termes d'activités de recherche. Je vous ai parlé tout à l'heure de la complexification extrême des protocoles de recherche qui font que ça coûte sur le plan administratif énormément de temps et donc d'argent. Et donc, il est malheureusement très difficile pour l'industrie pharmaceutique de développer ce type d'approche, qui ne représente pas de nouveau un miracle, même si on dispose de ce produit-là. Tous les patients ne vont pas présenter un succès complet, mais ça représente de nouveau un potentiel majeur de développement. Et donc voilà deux illustrations pour lesquelles l'anesthésie, dans les années qui viennent, pourrait encore beaucoup progresser. Et qu'en est-il de Louise, 65 ans, jeune retraitée, malheureusement alitée pour l'instant dans un service d'urgence? Et on pourrait se dire, finalement elle est jeune, le risque lié à l'anesthésie, il est proche de zéro, il n'est pas égal à zéro, mais il est proche de zéro. Est-ce que finalement il faut craindre l'anesthésie? Alors, elle sait malgré tout que sa voisine a été opérée d'une fracture de la hanche. Et elle sait que sa voisine, qui était plus âgée, c'est vrai, elle était plus âgée, mais elle a dû rentrer en maison de repos. 16% des patients qui ont une fracture de hanche doivent être admis par la suite en institution de soins à long terme et ne peuvent pas rentrer à la maison. Ça représente un problème majeur, évidemment. 11% restent grabataires, problème absolument dramatique. Et même 80%, donc la grande majorité de ces patients-là, après un an, malgré tout, ont quand même besoin d'une canne, d'une aide pour la marche, ont du mal pour leur revalidation post-opératoire, du mal physiquement, mais aussi du mal parce que la concentration a un petit peu de difficulté à revenir, la mémoire, elle aimerait bien évidemment mettre toutes les chances de son côté. Et un problème évidemment encore plus dramatique est celui de la mortalité, qui est tout à fait considérable. C'est une des chirurgies malheureusement associées au taux de mortalité des plus élevés, en particulier parce que la fracture du col, pas chez Louise qui a 65 ans, mais chez la personne très âgée, représente un marqueur de fragilité. On se casse souvent le col du fémur parce qu'il est devenu très fragile et parce qu'on a beaucoup moins de réserve, on n'a pas pu se retenir. Parfois le col s'est cassé même tout seul avant la chute. 9% de mortalité à 30 jours, 5% pour les femmes et encore un certain nombre de patients décèdent pendant le premier trimestre, 30% de mortalité à 1 an. C'est considérable. Ça ne concerne pas tous les patients, heureusement. J'espère que ça ne concerne pas Louise, que ça ne nous concernera pas demain. Alors comment est-ce qu'on pourrait éviter de tomber dans ce que Magritte présentait comme une difficulté majeure et de ce que je vous décrivais comme être une difficulté majeure, qui est de distinguer quel est le patient qui est à plus haut risque? On peut malgré tout le faire. On a par exemple des marqueurs dans la prise de sang. Ici, le NLR est un des marqueurs. C'est un calcul qu'on peut faire sur base du compte des lymphocytes et du nombre de neutrophiles dans la prise de sang. Et on peut voir que ce marqueur, ce score inflammatoire, reste élevé chez les patients qui ne vont malheureusement pas survivre pendant le suivi, qui vont pendant le premier trimestre décéder après leur chirurgie. Alors que les patients, au contraire, qui vont bien se remettre de la chirurgie, qui en tout cas vont survivre, ont un marqueur inflammatoire qui se normalise rapidement et au 5e jour, on peut déjà faire une grande différence entre les patients
qui vont bien évoluer ou qui ne vont pas bien évoluer. Ça ne permet pas de prédire à 100% évidemment le devenir de ces patients, mais quand on analyse des populations, de nouveau, j'en avais déjà parlé pour le cancer du sein, mais ici pour les complications infectieuses, cardiaques, après une opération, de nouveau on se rend compte que l'inflammation peut avoir un rôle majeur dans l'évolution des patients après. Et quand on sait qu'on peut donner des médicaments anti-inflammatoires à ce moment critique de l'opération, lors de l'anesthésie, on se rend compte que le potentiel aussi de progrès pour éviter à ces patients-là de se retrouver dans une situation inextricable d'inflammation qui perdure, le potentiel de progrès est encore important. Quand on regarde les patients qui sont hospitalisés, la plus grande enquête européenne publiée à ce jour, des patients qui sont hospitalisés au moins une nuit pour une chirurgie, montre un chiffre effrayant de 4% de mortalité lors de la chirurgie. Évidemment, beaucoup de ces patients-là sont opérés d'un cancer très grave, restent des semaines à l'hôpital, parfois des mois, et 4% des patients donc, qui sont hospitalisés décèdent. Évidemment, pour la chirurgie mineure, qui représente l'immense majorité des chirurgies, le taux de mortalité est plutôt de l'ordre d'un demi%. Je vous ai dit que le taux de mortalité de l'anesthésie était plutôt de l'ordre de 1 sur 500 000. Si on veut aujourd'hui rendre service à nos malades comme anesthésiste réanimateur, on doit sortir de la salle d'opération. On doit aller trouver ces malades-là, les suivre et rapidement réajuster le tir. Alors vous allez me dire, oui, mais on se rend compte que les progrès ont été tellement fantastiques depuis 150 ans, depuis Morton, et les ordinateurs tellement omniprésents que le contrôle permanent par l'intelligence artificielle va régler tous les problèmes. Alors en partie, moi j'ai travaillé pendant ma formation quelques mois en Afrique et on devait malheureusement tirer au sort en début de nuit les stagiaires qui allaient ou non ballonner, comme je vous ai montré dans les années 40, qui allaient ballonner les enfants qui malheureusement devaient être intubés parce qu'ils n'allaient pas bien. Le taux de mortalité de ces enfants était de 100%. Heureusement, on a aujourd'hui des ventilateurs mécaniques, des unités de réanimation qui sont formidablement équipées et qui permettent de faire des choses extraordinaires qui n'étaient pas imaginables à ce moment-là. Malgré tout, les ordinateurs, on en parle depuis 30 ans. En particulier, par exemple, pour le traitement de la pression artérielle, ici. La pression artérielle mesurée au poignet, le rythme cardiaque, qui pourrait être analysé par un ordinateur et analysé en continu, permettant une boucle avec un rétrocontrôle d'un produit qui serait administré par voie intraveineuse au patient pour régler sa pression artérielle. On a des produits qui sont extrêmement puissants. On peut donner de l'adrénaline, de la noradrénaline, et finalement permettre au patient de passer sans encombre à travers une opération majeure, par exemple une opération cardiaque, ou même la fracture du col du fémur. Si Louise avait non pas 65 ans, mais 85 ans, 95 ans, comme il m'arrive régulièrement d'endormir des malades, on peut administrer ce genre de produit. On peut même donc travailler avec un ordinateur qui réglerait de façon continue, même plus rapide que ce que je ne pourrais le faire, la quantité de noradrénaline dont le patient a besoin. Malgré tout, on est malheureusement un peu déçu. Et la qualité de la diapositive n'est pas très bonne, mais je veux juste mettre en évidence le fait que si on s'intéresse aux capacités que Louise aurait après l'opération à refaire rapidement ses mots croisés, et plus que faire ses mots croisés, aller au théâtre parce que c'est ça qu'elle aime faire d'autres choses, voire même rejouer au bridge, les dysfonctions cognitives post-opératoires restent une réalité, certainement chez la personne très âgée, mais malgré tout, ça peut être présent pendant quelques jours ou quelques semaines après une opération. J'évite d'endormir un étudiant avant sa session d'examen, par exemple, plutôt après. Pas pour ça qu'il ne va pas très bien s'en remettre, mais malgré tout, il faut pouvoir laisser un petit peu de temps. J'ai un collègue médecin qui m'a dit « J'ai repris après 1 mois les consultations, mais il m'a fallu 6 mois pour être tout à fait à 100%. » C'est tout à fait compréhensible, ça ne pose pas de problème. On en est la plupart du temps conscient et les choses se remettent. C'est certainement lié à l'âge. Alors, il est possible que ça soit lié à la durée de l'anesthésie, mais de façon très mineure. En réalité, on se rend compte que c'est essentiellement lié, en tout cas sur le plan statistique, au fait de devoir réopérer parce qu'il y a des complications. Ce sont les complications qui vont
générer un stress inflammatoire plus important. Et le fait de partir au départ avec un niveau d'éducation qui est plus élevé, le fait de vous déplacer ce soir pour venir à une conférence, vous protège en partie de ce type de difficultés post-opératoires. Faire la kiné finalement du cerveau et aider à exercer sa mémoire protège en grande partie de ce type de dysfonction. Il est possible que les synapses dans le cerveau fonctionnent mieux. Alors, vous pourriez dire, oui, mais on va finalement aider Louise avec des protocoles de mieux en mieux établis. Et l'expertise, malgré tout, de l'anesthésiste reste importante. Alors ça, c'est l'exemple d'un protocole qui ne fonctionne pas. Je parlerai après de protocoles qui fonctionnent. C'est l'exemple d'un protocole qui ne fonctionne pas. Une observation absolument remarquable dans une unité de réanimation à Louvain permet de dire qu'un meilleur contrôle du glucose, du sucre dans le sang, permet de protéger les malades. Les malades de réanimation meurent moins. Pas uniquement les malades d'anesthésie, mais les malades de réanimation au sens large meurent moins quand le sucre est contrôlé de façon extrêmement stricte, par exemple après une opération. Et on propose donc un consortium très important, très large, international, un nombre très important d'hôpitaux qui vont participer à une grande étude où c'est l'ordinateur qui va finalement choisir si les malades vont avoir un contrôle du sucre très précis ou au contraire un peu plus libéral, un peu moins précis, classique. On laisse monter le sucre jusqu'à 180 mg de glucose par décilitre, ce qu'on fait habituellement après une chirurgie. Une grande différence du protocole, ici bleu, très strict, de contrôle de la glycémie, tel qu'il a été appliqué dans tous ces centres par rapport à ce qui était fait à Louvain, c'est que la surveillance des patients était tout à fait différente, en particulier la fréquence des contrôles du risque d'hypoglycémie. Si on donne plus d'insuline parce qu'on contrôle mieux le sucre, ça veut dire que plus d'insuline veut dire que le risque d'hypoglycémie, se retrouver trop bas, est aussi plus important. Et donc ce qui avait été une formidable victoire à Louvain était malheureusement un échec. On se rend compte qu'on a malheureusement eu 5% de mortalité plus important. Un malade sur 20 est peut-être décédé parce qu'on a été trop agressif dans le traitement du contrôle d'un éventuel diabète ou en tout cas du sucre. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soigner les malades, ça ne veut certainement pas dire qu'il ne faut pas mettre sur pied des protocoles très stricts qui vont être suivis en post-opératoire, mais ça veut dire qu'il faut réfléchir plus loin qu'une intervention isolée et travailler en équipe. Ce n'est pas que le médecin qui va prescrire de l'insuline, c'est aussi l'infirmière qui va travailler avec le médecin et de concert pour avoir le protocole qui fonctionne le mieux. Et en anesthésie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le modèle qu'on ne pratique plus aujourd'hui, qui était un modèle tel qu'il était présenté avant, présenté comme l'ancien modèle par le Collège royal des anesthésistes à Londres, un modèle essentiellement basé sur l'activité d'un chirurgien aidé par un médecin, en particulier un médecin généraliste et une infirmière, qui est un modèle qui a bien fonctionné, en particulier quand le chirurgien concentrait une expertise qui lui permettait d'avancer au-delà de ce qui était classiquement décrit. Et heureusement qu'on a soigné beaucoup de malades comme ça, mais aujourd'hui, on a pu heureusement faire la place à un modèle qui associe l'anesthésiste au sein d'une équipe en lien avec le médecin généraliste et au regard des pathologies que présente le patient et de la chirurgie dont il a besoin. Et donc c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Malheureusement, on fonctionne un peu en parallèle. C'est ce que le Royal College des anesthésistes décrit assez bien dans cette figure. La communication, qui est cruciale au sein de l'équipe, peut encore être améliorée. Et c'est ce qu'on doit développer en Belgique dans les années qui viennent. C'est cette chaîne de soins, ce travail en équipe, cette discussion permanente avec les différents acteurs. Ça peut être le néphrologue, certainement le chirurgien évidemment, qui est l'acteur principal de la chirurgie, ça va de soi, l'anesthésiste, le médecin généraliste, les infirmières et les différentes infirmières qui vont pouvoir travailler au bloc opératoire avant et après la chirurgie et en post-opératoire dans les cliniques de la douleur, et tout ça pour se concentrer sur un trajet
un itinéraire que va suivre le patient et qui va pouvoir être ajusté. Parce que Louise a peut-être besoin d'un itinéraire qui est un peu différent de celui de sa voisine de chambre, et pouvoir faire un itinéraire qui est à la fois bien protocolisé, qu'on connaît bien, qui est correctement anticipé, mais qui est aussi sur mesure. Alors, est-ce qu'on va avoir le temps de faire ça? Ça va représenter un travail considérable de protocolisation. Est-ce qu'on n'a pas trop de difficultés administratives? Est-ce que les choses ne sont pas trop complexes? Alors on a pour ça besoin, on a absolument besoin d'autres métiers que les métiers médicaux. Et l'anesthésie aujourd'hui n'est plus une histoire uniquement de médecins. J'avais dit que William de Hert était revenu avec le modèle britannique, un médecin anesthésiste et une infirmière anesthésiste par salle, et que malheureusement au fil des années on avait perdu l'infirmière anesthésiste, ce qui fait qu'aujourd'hui en Belgique il y en a très peu. Vous verrez essentiellement des médecins anesthésistes et pas des infirmiers anesthésistes, même s'ils existent. Ils existent aussi au regard de la loi. Un petit extrait des règles édictées par la commission technique de l'art infirmier, qui est une commission paritaire avec des médecins, qui a force de loi et qui permet de dire, mais bien sûr que l'infirmière a sa place pour assister, surveiller l'anesthésie. Donc la loi le permet aujourd'hui, malheureusement c'est insuffisamment utilisé, alors que c'est crucial si on veut développer dans les années qui viennent des équipes d'anesthésistes avec des infirmiers qui permettront peut-être d'aboutir à ça. Louise, dans le Wall Street Journal, on dit elle pourrait aller mieux, elle pourrait même avoir non seulement moins de complications, mais peut-être une mortalité plus faible et surtout se remettre mieux après la chirurgie s'il était opéré plus vite dans un de ces itinéraires cliniques correctement identifiés, protocolisés. Alors on appelle ça parfois le fast track, qui est une appellation très répandue, qui veut surtout dire aller vite, qui en réalité ne reflète que très imparfaitement ce que ce type de réalité représente. C'est quoi le fast track, si vous en entendez parler? C'est surtout donc un trajet, un itinéraire qui est bien identifié, et c'est avant tout une équipe protocole, une équipe multidisciplinaire. Alors voilà ce qu'on propose aux médecins qui lancent ce type de protocole, voilà le type d'étapes qu'ils doivent réaliser. Comité de pilotage, des réunions, des collectes de données, des protocoles, j'en ai beaucoup parlé. Pour l'anesthésiste, ça veut dire peut-être moins de morphinique, j'en ai parlé aussi. Mieux gérer l'hydratation, la nutrition, l'oxygénation, la rétention urinaire, toutes les petites complications qui nuisent beaucoup à la revalidation post-opératoire. Et évidemment, vous mettre au centre, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, vous mettre acteur de votre itinéraire en périopératoire, où finalement l'anesthésiste, l'équipe, le médecin, le chirurgien, le généraliste aussi, chacun aura son rôle à jouer, mais surtout pour que le patient soit acteur de son propre trajet. Ça nécessitera évidemment que les équipes continuent à se former, et les équipes qui le font aujourd'hui travaillent comme ça, et ça nécessitera aussi de rapporter ce qu'on appelle PROMS, des Patients Reported Outcome Measurements. Ça veut dire il faut aller interroger le malade et lui demander si ça va. Et trop souvent, malheureusement, dans les cliniques de la douleur, heureusement, ça ne représente qu'une minorité des patients, mais c'est ceux que moi je vois. Les patients me disent, mais le scanner est excellent, le chirurgien est content, mais moi j'ai mal. Et ça représente malheureusement une moindre qualité. On doit absolument essayer de continuer à progresser. Alors voilà le triangle de la qualité de l'anesthésie. On aimerait bien que les structures soient les meilleures possibles. J'ai parlé de l'informatisation, de la collecte de bases de données. J'ai assez peu parlé, mais j'ai évoqué ça entre les lignes, de la checklist. J'ai évoqué ça entre les lignes quand on parlait de l'aviation, de la sécurité dans l'aviation commerciale et militaire, d'ailleurs, où les pilotes, avant de décoller, doivent remplir une checklist. Tout le monde doit être bien d'accord. Quand vous prenez l'avion, vous vous rendez compte que le personnel de cabine participe à la réalisation de cette checklist, qui est aussi réalisée chaque jour en salle d'opération, avant l'induction de l'anesthésie, après l'induction de l'anesthésie. Il y a certains moments auxquels on doit s'arrêter avec le chirurgien, répéter ce qui a déjà été répété de multiples fois, pour être certain qu'aucune information ne passe au travers des mailles du filet. Alors la structure, ça peut être la structure de l'hôpital, la structure de l'équipe, mais évidemment ça doit être appliqué dans des processus qui sont bien réalisés et surtout arriver à un meilleur devenir du patient, un meilleur devenir
de Louise, et donc il faut aller lui demander si elle a mal. Il faut suivre les histoires des patients quand ils présentent des complications et suivre les taux de mortalité ou des indicateurs qui pourraient montrer que dans certains domaines, on a encore des progrès à faire. Et c'est ce qui se développe dans les hôpitaux. Et donc, de nouveau, vous voyez qu'un potentiel très important permet d'espérer que l'anesthésie de demain sera tout à fait différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Pas nécessairement parce que des techniques différentes seront appliquées, mais parce qu'autour de la table, on travaillera différemment, avec surtout une meilleure continuité, tout en étant acteurs, nous aussi, comme médecins, de techniques qui sont sûres et efficientes. Et c'est par là que je termine, finalement, pour dire qu'aujourd'hui, ce soir, j'espère que je vous ai rassuré. J'espère que vous êtes rassurés sur le fait que l'anesthésie est sûre. Elle est sûre, ce n'est pas pour ça qu'il faut se reposer sur ses lauriers. Un décès est toujours un décès de trop, mais est devenu aujourd'hui beaucoup plus rare que le décès qu'on pourrait voir apparaître si on n'avait pas fait la chirurgie. Louise, avec son cancer du sein, a beaucoup plus de risques si elle n'est pas opérée que si elle est opérée. Et donc là, on a aujourd'hui atteint qualité en termes de résultats, qui est très bonne, même si on peut toujours progresser. Mais le progrès viendra plus que probablement par un travail en équipe. Un travail en équipe et surtout une écoute du patient et une interaction permanente pour lequel on a beaucoup de progrès à faire et pour lequel un potentiel est certain. Alors, la dernière diapositive est une diapositive de publicité. Ici, au Palais des Académies, le monde de l'anesthésie est sensibilisé au traitement du patient cancéreux lors d'un symposium qu'on organise à la fois comme anesthésiste, mais avec les organisations de recherche et de traitement du cancer. Donc c'est un exemple, une illustration, le fait que les lignes bougent et qu'on peut espérer que dans les années qui viennent, un certain nombre de complications qu'on voit aujourd'hui encore en post-opératoire puissent être améliorées grâce à l'anesthésie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Forget. Vous avez bien documenté le côté historique. Et puis vous avez bien illustré aussi que quand on dit le risque, ce n'est pas seulement le risque de décès, mais c'est aussi le risque de complications, de douleurs persistantes. Alors, on a certainement le temps pour quelques questions. On tourne vers le public. J'ai un rhume, donc je ne sais pas si on va m'entendre, parce que ça paraît un peu bizarre. Bon, j'ai entendu un reportage sur Europe 1, sur des hôpitaux justement où il y avait des gens du corps médical et des patients. Et on se plaignait surtout du fait qu'actuellement les hôpitaux, quels qu'ils soient, en France en tous les cas, puisque c'est Europe 1, doivent d'abord être rentables. Donc, où se trouve là-dedans le bien-être du patient? Et je suppose qu'en Belgique, c'est la même chose. En plus, un particulier qui doit se faire hospitaliser, bon, il y a l'AZ, il y a je sais pas moi, il y a Erasme, il y a, bon, mais personne ne sait où il y a les équipes dont vous parlez. Comment savoir s'il existe une telle équipe quelque part? Donc, le patient et le commun des mortels du peuple, enfin les gens qui veulent se faire soigner et se faire opérer, comment peuvent-ils atteindre un endroit où il y a des équipes d'anesthésistes, de chirurgiens, d'infirmières, etc., qui sont en équipe valable et qui vont faire attention à ce patient, lui poser des questions et l'écouter? Ouais. Alors là, il y a une réponse courte et une réponse longue. La réponse courte, c'est on ne sait pas le dire aujourd'hui. Il n'y a pas moyen d'identifier l'équipe dans laquelle on se sentira le mieux pris en charge. Et une des difficultés, c'est qu'il y a évidemment des paramètres objectifs. Vous citez par exemple l'existence d'une équipe multidisciplinaire. Et puis il y a des tas de choses qui sont très subjectives, qui font de la médecine au sens large, de l'anesthésie en particulier, mais de la médecine en général et de la chirurgie certainement, beaucoup plus qu'un acte technique, mais surtout une relation entre un médecin et un patient. Ce qui est une chance et une grande difficulté à la fois. Parce que cette subjectivité de la relation fait qu'elle peut être bien vécue ou mal vécue.
Donc il y a là une relation personnelle avec un médecin qu'on peut créer. Mais vous citez très justement qu'au-delà de cette subjectivité, il peut y avoir des paramètres très objectifs, que l'existence d'une équipe ou pas, et de l'application ou de l'existence de protocoles qui démontrent qu'on travaille en équipe. Alors, j'ai dit la réponse courte, c'est il n'y a pas moyen. La réponse longue est malgré tout un peu plus nuancée et me permet de dire que même si c'est balbutiant, même si c'est trop tôt aujourd'hui pour pouvoir utiliser ce genre d'outils pour choisir, on peut espérer raisonnablement que dans les 5 ans qui viennent, maximum 10 ans, mais j'espère dans les 5 ans qui viennent, les hôpitaux puissent devenir de plus en plus transparents sur la manière de fonctionner. Alors, ça existe déjà en Flandre, mais ça se développe du côté francophone aussi. Il y a un certain nombre d'indicateurs de qualité qu'on peut retrouver. Et, par exemple, si vous tapez dans un moteur de recherche, indicateur qualité dans les hôpitaux, vous allez tomber sur des sites internet, en particulier en Flandre, qui vont pouvoir vous donner le pourcentage de checklists réalisées effectivement avant une chirurgie. On est rarement à 100%. On est rarement à 100% parce qu'un malade qui vient, par exemple, polytraumatisé lors d'un accident de la route, dans certains cas, c'est probablement une erreur parce que ça représente une des situations où le risque d'erreur est le plus important. Mais dans ce cas-là, parfois, la checklist n'est pas réalisée. Ou il y a une panne d'ordinateur qui fait que l'ordinateur, à ce moment-là, n'avait plus de souris et on a dit tant pis, on va faire l'opération, on ne va pas remplir la checklist. Il y a des tas d'excuses, parfois bonnes ou mauvaises, mais qui font qu'on n'est pas toujours à 100%. La checklist est un exemple, mais ça montre, c'est une des illustrations, un des exemples qui peut illustrer de façon plus ou moins objective l'existence d'un travail en équipe. On peut espérer que la publication, bien plus que la checklist, parce que la checklist en elle-même ne répond pas à votre question, qui est celle d'être pris en charge au travers d'un itinéraire clinique bien conduit et surtout utile pour le patient, bien compris par les équipes et bien vécu par le patient. On peut espérer que dans les années qui viennent, les choses vont être progressivement plus claires, plus homogènes entre les hôpitaux et que la qualité des résultats va être contrôlée. Ça, c'est une des utilités du programme de monitoring de la qualité en chirurgie oncologique que l'ORTC met sur pied, dont le but vise à s'intéresser aux résultats. J'ai été malgré tout, c'est pour ça que je dis que ça reste balbutiant, même ça, alors que ça reste une des organisations dont le niveau de professionnalisme est des plus élevé. Ils réalisent vraiment ce qui se fait de mieux en chirurgie, en recherche contre le cancer. Mais il a fallu que des anesthésistes comme moi aillent les trouver pour intégrer dans leur base de données des items aussi fondamentaux que la douleur après la chirurgie, qui n'étaient pas intégrés là-dedans. Peut-être parce que les oncologues, par des formations professionnelles, étaient essentiellement focalisés sur la survie et les récidives, et que moi, travaillant dans une clinique de la douleur, j'étais peut-être plus attentif à la douleur, mais qui représente un problème chez une femme sur 2 après être opérée d'un cancer du sein. Il faut absolument, si on parle de qualité après la chirurgie, intégrer les choses aussi fondamentales que la douleur persistante ou la douleur chronique après la chirurgie. Et donc j'espère, je rêve d'un monde le plus proche possible, d'un futur proche, où nous pourrions de façon régulière comme médecins analyser nos résultats. Et aussi pouvoir se dire, là, des progrès doivent être faits. Quelque chose qui ne se passe pas bien, notre itinéraire doit être modifié, on se met autour de la table avec le chirurgien et on avance. Et le plus transparent possible pour le médecin, le plus transparent possible pour le patient aussi. Que ces résultats-là soient progressivement, ça n'est certainement pas dans la culture aujourd'hui, et il faut être prudent, évidemment, avec la manière dont on interprète ça, pour que ça soit correctement interprété, il n'y ait pas d'erreur de jugement, mais il faut que progressivement les choses deviennent de plus en plus transparentes et que dans 5 ans, vous puissiez vous dire, je sais exactement pourquoi je vais dans cet hôpital-là. Je ne connais pas le médecin, mais leur mode de fonctionnement me convient. Et les objectifs qu'ils se sont fixés, et idéalement même que dans tous les hôpitaux, il y ait plusieurs itinéraires cliniques et que vous puissiez aller dans n'importe quel hôpital, vous connaissez un médecin en qui vous avez confiance, et
vous savez quel itinéraire clinique va le mieux vous convenir parce que vous avez une maladie ou plutôt une autre. Et que, voilà, je rêve même d'un monde où moi, comme anesthésiste, avant l'opération, les discussions multidisciplinaires qui aujourd'hui associent l'orthopédiste et le kiné avant une opération orthopédique, ou l'oncologue, le radiothérapeute avant une opération pour un cancer, associeront aussi un anesthésiste qui va pouvoir dire le risque de ce patient-là de se remettre avec plus de difficultés qu'un autre étant plus important, il vaut mieux d'abord penser à une autre stratégie, faire de la revalidation préopératoire, nourrir le patient autrement, renforcer les défenses immunitaires, traiter la douleur qui existe peut-être avant l'opération. Toutes ces choses-là pourraient permettre peut-être de faire des progrès, d'améliorer ou d'accélérer la revalidation après l'opération. Et pas faire du fast-track uniquement pour le fast, c'est-à-dire de courte durée d'hospitalisation, plus rentable financièrement pour l'hôpital, parce que ce sont les longues hospitalisations qui coûtent souvent le plus, mais une courte durée d'hospitalisation parce qu'une longue n'est plus nécessaire, parce que le patient, rapidement remis sur pied, n'est pas demandeur de rester à l'hôpital, il serait même bien plus confortable à la maison. Voilà la longue réponse. Oui, est-ce que des anesthésies... Merci. Est-ce que des anesthésies rapprochées pourraient provoquer un dysfonctionnement ou un trouble cardiaque? Je suis un petit peu obligée de parler de mon cas. J'ai eu deux opérations de la hanche, la même hanche à 3 semaines de distance, et puis 8 mois après, j'ai eu une ablation de la fibrillation auriculaire. Et en fait, avant, je ne savais même pas que j'avais un cœur. Mais malheureusement, on m'a trouvé, un mois après la double opération, on m'a trouvé de la fibrillation auriculaire. Mais ce qui était quand même assez curieux, c'est qu'un mois après la deuxième opération, j'ai commencé, dès la prise de médicaments, à cause de la fibrillation auriculaire, des battements de cœur la nuit, des légers battements de cœur. Et donc tout le monde m'a dit, ouais, c'est pas les médicaments, c'est la fibrillation. Donc après l'ablation de la fibrillation, ça a continué. Au bout de 3 mois, au mois d'août, on m'a enlevé les médicaments, j'ai toujours des palpitations. Alors j'aimerais savoir s'il y a un rapport avec l'anesthésie. Puis il y a peu de temps, je me suis demandé si justement les douleurs chroniques, parce que j'ai toujours des douleurs à cette hanche, ne pouvaient pas être relativement non perceptibles par le conscient, mais perceptibles par le corps. C'est-à-dire que, est-ce que je ne pourrais pas avoir des douleurs souterraines, en quelque sorte, qui dérangeraient mon cœur? Alors, il y a une double réponse. Et, enfin, je vous remercie pour votre question parce que ça me permet de rebondir sur des choses que je n'ai pas abordées. On ne pouvait pas tout aborder. Je vais essayer d'être relativement bref. Votre première question, c'était les anesthésies rapprochées. Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on a longtemps entendu, nos parents, peut-être nos grands-parents, on entend encore régulièrement cette notion d'anesthésie rapprochée qui a conduit à des complications dramatiques avec les anciens produits de l'anesthésie, et en particulier avec des gaz anesthésiants tels qu'on les utilisait après la Seconde Guerre mondiale. Et des anesthésies rapprochées ont donné, comme par exemple avec l'allotane, qui était un produit qui a extrêmement bien fonctionné pour l'anesthésie, mais qui, quand il était donné de façon répétitive, et semble-t-il plus quand il était donné de façon rapprochée, pouvait donner des hépatites qui étaient extrêmement importantes, qui pouvaient conduire au décès, qui étaient très rares, mais suffisamment fréquentes que pour qu'on en entende encore parler maintenant. Ces complications-là n'existent plus avec les anesthésies, avec les produits qu'on utilise aujourd'hui, heureusement. Ça ne veut pas dire que, malgré tout, on ne peut pas avoir des dysfonctionnements qui s'installent quand on a plusieurs chirurgies qui se répètent. Mais là, je retombe, et c'est la deuxième partie de la réponse à votre question, la réponse à votre deuxième question, c'est la fibrillation auriculaire est typiquement une complication qui apparaît plus volontiers quand le corps fonctionne avec un niveau d'inflammation résiduelle qui est un peu plus important qu'à la normale. Et après une chirurgie qui n'est pas une petite chirurgie comme une chirurgie de la hanche, mais on voit ça aussi lors d'infections. On n'a même pas besoin d'opération et donc même pas besoin d'anesthésie.
Et on observe ça, parce que j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais aussi lors d'anesthésie régionale. Si on endort uniquement le bas du corps, par exemple, pour une prothèse de hanche et pas une anesthésie générale. Cette inflammation post-opératoire ou post-infection, si on a une pneumonie, par exemple, peut générer aussi une fibrillation auriculaire, déclencher une fibrillation auriculaire, même quand elle n'existait pas du tout auparavant. Alors, on espère évidemment que l'inflammation ou le taux d'inflammation diminuant avec le temps, que la fibrillation auriculaire disparaisse, qu'elle n'ait été que ce qu'on appelle une fibrillation paroxystique, et qu'on ne doive pas aboutir à une procédure qui n'est pas une procédure très lourde, mais quand même ça ne s'en est pas rien, comme une ablation dans les cavités cardiaques des faisceaux qui peuvent donner de la fibrillation auriculaire. Il est possible que cette réponse inflammatoire après la chirurgie ait déclenché quelque chose qui allait se déclencher dans les années qui viennent, sans qu'on puisse le garantir. Ça ne serait peut-être jamais apparu. C'est apparu à ce moment-là. L'hypothèse la plus probable aujourd'hui, c'est de dire, comme on observe ça après une pneumonie ou après une infection, après une péritonite aussi, même sans opération, on peut raisonnablement se dire que c'est l'inflammation plus que la chirurgie en elle-même et que l'anesthésie. Malgré tout, je comprends que ce soit interpellant parce que ce sont des choses qu'on vit. Et là, pour la réponse à votre dernière question, les choses qu'on peut vivre de façon implicite et pas toujours explicite, des choses qui sont plus difficiles à décrire, parfois des douleurs sourdes avec lesquelles on vit sans vraiment s'en rendre compte, où tous les soucis qu'on accumule au cours de l'existence peuvent avoir des répercussions qui sont encore très mal connues et pour lesquelles aujourd'hui, moi je vois beaucoup de problèmes dans les cliniques de la douleur, chez des patients qui ont eu une vie très difficile. Quel est le lien qu'on peut faire avec des maladies qui sont très mal connues, comme par exemple la fibromyalgie, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce dont on a parlé ce soir, mais qui est peut-être liée à des parcours de vie difficiles. Quelles sont les répercussions que ça peut avoir sur l'organisme? On doit reconnaître qu'aujourd'hui on ne sait pas vraiment. Alors est-ce que vous avez mis le doigt là-dessus? Enfin, ou est-ce que vous avez mis le doigt sur certaines composantes de la complexité de notre physiologie qui sont encore très mal connues, mais dont on peut malgré tout évoquer certaines pistes d'interprétation? C'est possible, mais il est possible que dans 10 ans, j'ai une réponse qui sera encore différente. Je vous remercie en tout cas de la question. Une dernière question, monsieur? Merci. Pour avoir subi comme patient quelques sédations et anesthésie générale, j'en suis bien sorti. Au préalable, la première importance me semble être la confiance vis-à-vis de l'équipe médicale, où que cela se passe. Mais j'ai apprécié particulièrement l'accent que vous mettiez sur l'aspect des travail en équipe. Et donc, de me dire qu'au fond, durant le temps de l'opération elle-même, les préalables et le déroulement de l'opération, devant une équipe aussi large, à qui revient la coordination et la responsabilité essentielle de la chose. On réalise très bien celle de l'anesthésiste, du chirurgien, et puis il y a tout le reste. Si quelque chose se passe souvent des craintes dans l'équipe, comment cela se passe-t-il? Première question. Deuxième aspect, au-delà des géographies, quand pour le cas de l'Afrique peut-être sous-équipée, doit-on constater qu'il y a des écoles de pratique fort différenciées en Occident ou en Asie ou en Russie, pour prendre un autre cas où il y a un cours scientifique non négligeable? Merci. Donc là, pour répondre d'abord à votre deuxième question, donc des grandes écoles d'anesthésie, à travers les continents, pas vraiment. À travers les continents, pas vraiment. L'immense majorité des anesthésistes aujourd'hui pratiquent l'anesthésie générale selon, à peu de choses près, ce que j'ai présenté comme étant le protocole de Liverpool modifié, un morphidique, un produit qui permet d'induire l'anesthésie générale. J'ai mentionné tout à l'heure le propofol, et parfois, si c'est nécessaire, un relaxant musculaire. Ça représente aujourd'hui la base de l'anesthésie générale.
Avec toutes ces variations possibles, on peut à cela ajouter une anesthésie régionale, par exemple pour une grosse opération dans le ventre, une anesthésie péridurale, ou éventuellement se restreindre à une anesthésie régionale, par exemple pour une chirurgie de la hanche, on pourrait n'endormir que le bas du corps. Alors, la sécurité de toutes ces techniques-là est équivalente. Elles sont pratiquées dans le monde de façon globalement équivalente aussi. Le critère principal dans la plupart des équipes et dans la plupart des continents est lié évidemment à la compétence de l'anesthésiste. Il y a des techniques parfois qu'il maîtrise mieux que d'autres, mais aussi et surtout, en principe, à la préférence du patient, à condition que ça n'ait pas d'influence directe sur sa capacité à être revalidée au post-opératoire. Ça va de soi évidemment que je ne vais pas choisir un plan d'anesthésie qu'un patient préférerait si je sais que ça va nuire à ses possibilités de revalidation, à condition que finalement il soit quand même d'accord avec ça. Mais typiquement, ça peut être une chirurgie d'un ongle incarné pour laquelle je ne vais pas endormir le bas du corps pendant 12 heures, alors qu'une demi-heure après la chirurgie, il pourrait sortir. Si malgré tout, le patient refuse d'être endormi, alors qu'on sait que cet ongle incarné est à ce point compliqué qu'une anesthésie locale n'est pas possible, l'ongle incarné est probablement un mauvais exemple parce que ça arrive rarement, mais il y a malgré tout des variantes qui permettent finalement de contenter tout le monde. Mais tout ça pour dire que les protocoles au sens large sont de façon relativement uniforme enseignés et appliqués. À la nuance près qu'il existe, y compris pour l'anesthésie générale, et j'ai parlé de l'anesthésie sans morphinique, il existe des variantes aujourd'hui qui permettent d'espérer de nouveaux développements et en particulier la réponse à certaines questions qu'on se pose aujourd'hui en ce qui concerne les complications post-opératoires. Mais aujourd'hui, donc, on ne peut pas dire que le fait de faire une anesthésie sans morphinique, comme je le fais régulièrement, ce qui représente une toute petite minorité, très peu d'anesthésistes comme ça fonctionne dans le monde, c'est très différent donc, du protocole de Liverpool. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai la preuve que cette anesthésie-là donne moins de complications post-opératoires. Donc oui, des protocoles, oui, une certaine homogénéité, mais non pas tout à fait, et ça représente une richesse. Je pense qu'on doit exploiter, et on doit absolument profiter de ces différentes possibilités pour penser au développement futur. Votre première question était celle de l'équipe et du... Voilà. Alors, de façon assez générale, dans le monde, on va dire occidental, en tout cas quand il y a un médecin anesthésiste par salle, les rôles sont bien définis, le chirurgien de la chirurgie et l'anesthésiste s'occupe du reste du corps du patient. Quand ça ne va pas dans le reste du corps du patient, typiquement le cœur ou la respiration, il m'arrive rarement, parce que ce genre d'accident arrive rarement, mais il m'arrive de demander au chirurgien de s'arrêter et on va d'abord s'occuper d'autre chose. Il m'arrive aussi de demander au chirurgien, c'est très rare heureusement, mais ça peut arriver, non pas de s'arrêter, mais de travailler plus vite. Parce que le malade saigne à un autre endroit, et qu'il a beau opérer à un premier endroit, il n'a peut-être pas la vision d'un autre problème. Par exemple, un polytraumatisé qui aurait eu un accident de la route et qui saigne dans le ventre, mais qui a aussi besoin d'être opéré par le neurochirurgien parce qu'un problème qui n'était pas aussi critique au départ est en train de se développer. Donc un saignement autour du cerveau, par exemple. C'est vrai, à la nuance près, que chaque équipe fonctionne avec sa propre alchimie aussi. Donc c'est une règle globale, qui est globalement appliquée, avec des variantes, par exemple, en chirurgie cardiaque, où les choses sont historiquement plus lentes quand elles évoluent, en particulier en termes de protocole. Et donc le chirurgien cardiaque reste parfois dans certaines équipes plutôt celui qui va gérer ses tours de contrôle et qui va... mais c'est de moins en moins le cas, même en chirurgie cardiaque, où ça reste probablement un des milieux les plus conservateurs en anesthésie. Entre autres parce que l'anesthésiste a maintenant une vision avec l'échographie cardiaque, une vision intracardiaque que le chirurgien n'a pas. Donc voilà, on peut dire que celui qui s'occupe de la tour de contrôle dans la salle d'opération, c'est l'anesthésiste, et le chirurgien s'occupe de la chirurgie,
j'aimerais bien que quelqu'un s'occupe de la tour de contrôle en post-opératoire. Les chirurgiens font ça souvent très bien, heureusement, mais ils ont souvent besoin de temps aussi pour se concentrer sur le développement des techniques de chirurgie, et ils ont besoin de médecins qui s'occupent de la tour de contrôle en post-opératoire aussi, en particulier pour les trajets. Et là, les anesthésistes aujourd'hui sont trop peu présents. Oui. Je me demande s'il n'y a pas une sorte d'analysation de l'anesthésie générale, entre autres pour des petits examens, examens désagréables, invasifs, comme les coloscopies et les gastroscopies. Et donc, je me dis, bon, c'est vrai, mais néanmoins, est-ce que le risque de soucis cognitifs par la suite est absent ou quand même c'est une excellente question. Une excellente question pour laquelle on n'a pas vraiment de réponse. Probablement que l'effet est marginal, que le risque est marginal. Est-ce que le bénéfice est marginal aussi? Parce que c'est évidemment du risque et du bénéfice dont on doit parler. Alors, par expérience, pour avoir... Parce que cette banalisation, on peut parler d'une banalisation en particulier pour les coloscopies, hein, une petite anesthésie, évidemment, ça va être vite réglé, vous allez dormir, dans une seconde, vous vous réveillez. Alors, cette banalisation est relativement récente, hein, ça ne date pas d'il y a 20 ans. Quand j'étais en formation, comme stagiaire, j'ai moi-même accompagné des coloscopies ou des gastroscopies qui se passaient sans anesthésie, parfois très bien, parfois très mal aussi. Alors, très mal, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la catastrophe et qu'il va y avoir, mais ça veut parfois dire que l'examen est incomplet. Ce qui est, dans une optique d'examen de dépistage, un problème où on veut justement pouvoir voir l'entièreté du côlon. Alors, au final, est-ce qu'on va perdre plus, par exemple, en risque cognitif, peut-être très marginal, mais peut-être pas tout à fait nul? Est-ce que ce qu'on perd là, en particulier pour une coloscopie chez une personne âgée, est moins important que ce qu'on va gagner en termes de dépistage de polypes et éviter un cancer, donc éviter une opération lourde, éventuellement une chimiothérapie, et à un nombre suffisamment important de patients pour que le jeu envahisse la chandelle? Aujourd'hui, on pense que oui, sinon on ne le ferait pas. Est-ce qu'on en est tout à fait certain? On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Malgré tout, une piste quand même de réflexion est le fait que de temps en temps, il m'arrive de voir des malades qui ne veulent pas d'anesthésie pour une coloscopie, qui en cours de procédure demandent qu'on arrête, on doit finalement refaire l'examen 3 semaines plus tard sous anesthésie. Et le fait d'avoir eu, bon, c'est spécifique à la coloscopie, mais c'est malgré tout un bon exemple, le fait d'avoir subi la préparation et d'avoir dû boire ce liquide qui a tendance à fatiguer les reins. Une personne âgée peut avoir ces séquelles propres qui sont plus importantes que celles de l'anesthésie. On considère aujourd'hui que le risque lié à l'anesthésie est inférieur au risque de faire un examen incomplet ou d'abîmer les reins parce qu'on doit faire deux préparations. Malgré tout, on gagnerait certainement à mieux comprendre quels sont les patients qui sont à risque de dysfonction cognitive. Parce que peut-être que ce qui est vrai pour une population en général, quand on fait de grandes moyennes, moi j'aimerais bien entendre, si moi-même je suis patient, je ne suis pas considéré comme une moyenne. Et aucun patient n'est une moyenne. Et en médecine, on a malheureusement la fâcheuse habitude, souvent parce qu'on ne sait pas faire autrement, mais de faire des moyennes. Et Claude Bernard, déjà il y a plus d'un siècle, disait « les patients ne sont pas des moyennes ». Éviter à tout prix d'étendre de façon de trop généraliser, ce qui n'est peut-être pas vrai pour une personne en particulier. Et donc il reste là malgré tout quelque chose qui est de l'ordre de la personne et qui doit être discuté au cas par cas. L'anesthésie locale ne peut pas, enfin, il n'y a pas d'alternative en anesthésie locale pour ce genre de choses. Non, pour les coloscopies, ce que font. Alors pour les gastroscopies, oui, ça c'est plus facile. Hein. On doit reconnaître que c'est plus facile. C'est pas agréable, mais c'est tout à fait possible de faire une gastroscopie sans anesthésie générale. Pour une coloscopie, c'est plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais c'est plus compliqué. La plupart du temps, ce que les gastro-entérologues font, c'est ce qu'ils font, ce qu'on appelle une sédation consciente, c'est-à-dire une plus petite dose en fait, de produit.
Ce que certains des collègues font, on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est de l'hypnose pendant la coloscopie. On aurait pu en parler, je ne vais pas parler de tout, mais c'est une manière d'utiliser des techniques de relaxation particulières pendant des examens pénibles ou pendant des... alors ça peut se faire, est-ce que c'est applicable à tout le monde? Certainement pas. Et donc il faut de nouveau là-dedans reconnaître que nous sommes des individus et heureusement des personnes à part entière, qu'on doit faire un projet avec un médecin qui doit être aussi prêt à faire un projet avec une personne et à accepter parfois de modifier le cap en fonction de ce qu'on estime être important nous comme patients. Merci beaucoup à vous tous pour votre présence et pour les questions très intéressantes. Merci encore à M. Forget. Et on rencontre la pour vous remercier. Merci.